par... Pardon. Alors, je vais demander au panel de venir se prendre en photo. C'est ce qu'on me rappelle. Et pendant qu'ils se prennent en photo, je vais rappeler à l'équipe technique de passer au titre de panélistes les participants qui vont intervenir maintenant, à savoir M. Billy Oladipo, vice-président de l'organisation de soutien au nom de code de pays, qui va animer cette séance à distance. Il y aura également Neil Dundas, le PDG de DNS africain, qui est connecté à distance. Neil fera une présentation. Et donc, je vais demander à l'équipe technique également de lui permettre de partager son écran. Je vais encore une fois demander à Joël de me rejoindre à table pour qu'il puisse partager ses points de vue sur les questions qui apparaissent sur le paysage du DNS africain. Alors, au cours de cette séance, nous allons discuter des perspectives sur la croissance du marché du DNS africain et des perspectives pour les tendances de marketing de ce secteur. Voyant quels ont été les échanges de notre panel précédent, Alain Mahina a soulevé des questions et des remises en cause intéressantes pour savoir si nous avançons vraiment. Et pendant qu'il posait ces questions, je pensais moi-même au proverbe de l'Afrique de l'Ouest qui dit que lorsque l'on secoue un arbre et que les branches meuvent, on attire une tempête ou un orage. Et donc, je pense que c'est également le cas chez nous. On a beaucoup de questions qui devraient nous occuper. On voit que le marché de l'écosystème africain a changé. Au cours des dernières années, nous nous sommes surtout concentrés sur la préparation technique. Et nous en sommes à une nouvelle décennie. Et dans cette nouvelle décennie, nous devons changer notre manière d'agir et d'aborder le DNS. Le DNS n'est plus un outil technique. Il s'agit d'une affaire qui requiert une stratégie, qui demande une stratégie. Comme le disait M. Corentin dans son intervention plus tôt, il y a une diversité d'acteurs impliqués dans cet écosystème qui ont un impact sur l'exploitation de l'écosystème. Donc, parfois, ce n'est pas exclusivement une question de registres, il y a également des agents de réglementation qui gèrent des registres. Est-ce correct ou quelle serait, en revanche, la meilleure pratique? Qui devrait s'impliquer à ces discussions? Il y a l'Union africaine des télécommunications, l'Union internationale des télécommunications. Quels sont leurs rôles et comment communiquons-nous avec eux? Parce que si nous nous trompons, nous finirons par avoir des mauvais entendus. Et je pense qu'on a soulevé une question par rapport aux grands CCTLD qui ne participent pas à l'écosystème général du DNS. C'est ce que disait le président de Kenik. Et bien sûr, vous verrez qu'il y a des questions que ni vous ni moi pourrons résoudre, mais les différents mécanismes et les différentes meilleures pratiques devraient pouvoir aborder tout cela. Je suis sûre que là-dessus et sur d'autres questions, le panel qui commence maintenant nous apporterons des perspectives et pourront nous permettre de voir quelles sont ces thématiques qui apparaissent et comment nous pourrons nous y remettre. Alors, sur ce, si vous êtes prêts, Billy, je voudrais vous céder la parole pour que vous puissiez nous faire avancer. Allez-y. Billy Oladipo au micro. Très bien, merci beaucoup, Barak. J'espère que vous m'entendez correctement. Barak, oui, on vous entend très bien. Billy au micro, merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais remercier AFTLD, ICANN pour cette 10e édition du Forum sur le DNS africain. Félicitations, c'est une réussite parce que nous voyons que dans le continent, il y a beaucoup plus d'activités grâce à ce forum. Alors, nous nous félicitons de cette réussite, mais nous parlons également
de ce que nous pouvons faire pour l'avenir. Donc, je m'appelle Biggie Oladipo, je suis l'un des vice-présidents de l'Organisation de soutien aux extensions géographiques. Je représente le continent africain dans ce conseil. J'ai le privilège d'être la personne qui va modérer la séance d'aujourd'hui, qui va se pencher sur une question qui est importante, à savoir quelles sont nos réflexions par rapport à ce qui s'est passé, quels ont été nos problèmes, y a-t-il des opportunités dans l'espace du DNS dont nous pourrions profiter pour faire avancer notre travail, et s'il y en a, quelles sont ces nouvelles opportunités? Nous avons deux panélistes aujourd'hui qui vont nous parler de ces questions du point de vue technique et du point de vue des entreprises. À chaque fois que l'on partage des réflexions dans l'espace africain, vous savez que je suis très passionnée par rapport à cette question, on parle toujours du développement commercial. Comment nous pouvons avoir ces discussions aujourd'hui? Et c'est pour cela que je vais permettre aux intervenants du panel de se présenter eux-mêmes. Et ensuite, j'aimerais qu'on puisse entamer une discussion tout à fait franche entre les membres du panel, mais aussi avec le public qui se trouve dans la salle et le public qui nous a rejoints en ligne. J'aimerais bien que l'on puisse avoir des discussions ouvertes pour savoir si nous avons fait un bon travail ou pas. L'enquête sur le marché du DNS qui a été menée il y a 2 ans a une deuxième version qui va être lancée d'ici très peu. Et donc, on doit réfléchir pour se dire, est-ce que c'est quelque chose d'utile? Parce que on peut trouver des pistes pour voir quelles sont donc les opportunités dont on peut profiter pour avancer en Afrique. Donc, nous avons Neil Dundas qui va nous parler du point de vue technique. Neil joue un rôle important dans le DNS en Afrique. Et ensuite, nous avons Joël Karoubiou. Joël est le président directeur général de Kenik. Et Joël va nous parler sur le côté commercial des tendances que l'on voit apparaître dans le marché du DNS. Je vais donc donner la parole aux panélistes pour qu'ils se présentent et pour qu'ils nous fassent part de leur point de vue par rapport au sujet qui nous occupe dans cette séance. Joël, je vous passe la parole pour que vous vous présentiez et que vous nous donniez votre point de vue. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Neil Dundas au micro. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour à tous à Nairobi. Je m'excuse de ne pas pouvoir être là parmi vous. J'ai eu des affaires urgentes qui m'ont obligée de rester dans mon bureau. Mais j'ai la possibilité de vous rejoindre en ligne. Je vais donc me présenter brièvement. Je suis le président directeur général de DNS Afrique, d'une compagnie également qui est basée en Maurice. Et nous nous occupons donc du marché des noms de domaine depuis 1998. J'ai commencé ma carrière en tant qu'avocat et ensuite je me suis spécialisée dans l'Internet et dans les noms de domaine. Donc
société où j'ai travaillé s'occupe de fournir des solutions techniques pour les registres, bureaux d'enregistrement et les utilisateurs dans l'espace des noms de domaine. Nous essayons donc d'élargir la portée de notre travail aux différentes solutions technologiques. Et nous avons de l'expérience acquise au cours des 10 dernières années par rapport à l'évolution de cet espace. Et je serais ravie de partager mon point de vue par rapport à cela. Donc voilà ma petite introduction et ma présentation. Comme je vous l'ai dit, j'étais avocat et maintenant je me spécialise dans les technologies du DNS. Joël Carubio au micro. Bonjour à tous. Je me suis présentée plusieurs fois dans ces 2 derniers jours. Je suis Joël Carubio, président directeur général de Kenik, l'opérateur de registre du nom de domaine.ke au Kenya. Je suis ravie d'être ici dans ce panel pour partager ce que nous avons fait pour faire évoluer le marché. Et donc, je suis ravie de participer à ces discussions. Neil, vous avez la parole. Neil Dundas au micro. Est-ce que ce serait possible de partager mon écran? Peut-être quelqu'un peut m'aider à partager les diapos que j'ai préparés. Très bien, donc je vais partager mon écran, si vous me permettez. Je vais le mettre en mode présentation. Est-ce que tout le monde peut voir mon écran? Oui, on peut le voir. Très bien. Très rapidement, je suis président directeur général d'une compagnie qui s'appelle DNS Afrique. Nous fournissons des solutions pour le marché de l'écosystème du DNS, pour les opérateurs de registre, bureaux d'enregistrement et titulaires de nom de domaine. Et donc, c'est dans ce contexte que je participe dans ces discussions. Il y a à peu près d'1 an, nous avons eu un forum consacré à l'évolution de l'écosystème du DNS en Afrique. Et quand j'ai présenté dans un des panels, j'ai bien insisté sur le fait qu'il y avait une opportunité énorme en Afrique pour l'innovation. Et cela pour faire évoluer les tendances en matière de technologie. Et c'est pour cela que nous devons travailler en Afrique pour encourager ce changement. Il y a donc une adoption de technologies qui pourrait être faite pour l'environnement réglementaire et s'il y a énormément d'opportunités à explorer. Et donc, c'est dans ce contexte que j'aimerais partager certaines pistes de réflexion pour lancer la discussion qui a lieu déjà depuis plus d'1 an. À mon avis, il y a un certain nombre de tendances que l'on peut identifier et d'opportunités que l'on a pu identifier au cours des 12-18 derniers mois. Si vous me permettez, je veux me focaliser sur 2 éléments spécifiquement. Il y en a d'autres, bien entendu, on pourrait en parler, mais pour moi, les 2 principaux éléments qui ont beaucoup de potentiel pour l'espace des noms de domaine en Afrique, pour les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registre, sont les suivants. Je les regroupe en 2 grandes catégories. La première catégorie, c'est les interfaces d'utilisation. Dans cette catégorie générale, je parle de essayer de faire en sorte que les services arrivent aux utilisateurs de la manière la plus conviviale possible. Donc, au lieu de traiter des services de manière traditionnelle aux utilisateurs finaux, nous, dans cette industrie, les fournisseurs techniques et les opérateurs des entreprises, nous devons trouver des moyens de fournir, de rapprocher les utilisateurs finaux de ces outils. Et pour ce faire, il faut explorer
tous les moyens possibles pour fournir aux utilisateurs des interfaces et différentes manières d'intégrer ces interfaces dans les systèmes existants. Donc, il y a un certain nombre de solutions technologiques qui se penchent sur cette question et qui étudient beaucoup l'expérience utilisateur. Un des projets sur lesquels nous travaillons, c'est une application mobile qui peut interagir avec les solutions et les infrastructures des opérateurs de registre et qui présente donc une interface conviviale pour les utilisateurs finaux dans les régions faiblement desservies. Cela pourrait faciliter le marché de la revente des noms de domaine ainsi que les services liés au nom de domaine, et cela à travers des dispositifs mobiles. Ce n'est pas une technologie nouvelle, mais elle fait partie de ces technologies que l'on veut développer et qui est très prometteuse en Afrique avec l'utilisation mobile qui est très élevée et qui a un taux de pénétration très important en Afrique. Nous essayons donc de développer des solutions qui puissent être conviviales pour les utilisateurs et qui fournissent une expérience utilisateur agréable, qui permettent également de faire avancer le marché du DNS et des noms de domaine en promouvant la revente de noms de domaine. Donc, voilà des technologies sur lesquelles nous travaillons et je peux vous dire que nous avons eu un certain succès par rapport à cela. Nous voyons que les gens pourraient utiliser ces technologies et nous essayons toujours de trouver des moyens d'améliorer cela du point de vue de l'utilisateur. Voilà notre stratégie. Et donc, nous avons eu une démarche par rapport à cette technologie consistant à sous-tendant cette technologie sur différents dispositifs. Donc, vous pouvez utiliser différents dispositifs, un navigateur. Et donc, la technologie à la base, c'est une API qui se branche sur notre système IPP ou sur n'importe quel autre système EPP pour que l'interface d'utilisation soit très facile d'utilisation, très simple et adaptée aux besoins des différents marchés. Donc, la solution est disponible sur un navigateur web ou sur un dispositif mobile. Et donc, l'expérience pour nous a été basée sur ce qui se passe aux États-Unis, sur l'intérêt pour les réseaux sociaux. Donc, l'idée, c'est de fournir ces outils aux utilisateurs finaux et à toute la communauté, mais également de produire du contenu sur l'utilisation et le déploiement de ces outils. Donc, nous avons utilisé les plateformes des réseaux sociaux, nous avons créé une chaîne YouTube avec des tutoriels et nous promouvons tout ceci dans la communauté grâce à Instagram, Facebook, etc. Donc, ce n'est pas qu'une solution technique. Nous avons une solution beaucoup plus large dans notre démarche des marchés, en particulier en Afrique. Nous avons trouvé des moyens d'entrer en lien avec ces marchés, de fournir des informations autant que possible et de fournir autant d'outils que possible pour que les gens puissent avoir accès à cette industrie. Donc, ces interfaces d'utilisateurs, me semble-t-il, sont très importantes pour la réussite des noms de domaine en Afrique. L'idée, c'est vraiment d'avoir des services efficaces, de bons outils et de promouvoir les connaissances avec des tutoriels de connaissances sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et donc, nous ne nous limitons pas à ces expériences d'utilisateurs, à ces interfaces. Ce qui est important sur le continent,
pour nos clients, c'est des solutions qui permettent d'intégrer avec la solution du registre. Donc, si vous êtes fournisseur d'opérateurs de registre avec une connectivité vers le bureau d'enregistrement et vers le revendeur, et ce que nous voyons, c'est qu'il est important d'améliorer le type d'interconnectivité et d'intégration, de possibilités que nous fournissons à nos clients et à la communauté en général. Donc, l'EPP, c'est toujours ce que nous utilisons en termes d'avitaillement de nom de domaine et c'est quelque chose qui demeurera. Les bureaux d'enregistrement plus sophistiqués préfèrent l'EPP, surtout pour ceux qui sont internationaux. Mais nous avons également pu constater que fournir d'autres formes de connectivité dans l'environnement pour l'environnement des opérateurs, des bureaux d'enregistrement, comme JSON ou MCS, ce sont des choses qui représentent des opportunités d'intégration. Donc, nous allons essayer d'élargir le nombre de systèmes auxquels nous pouvons nous connecter. Et nous avons pu mettre en place une API JSON qui fonctionne très bien et qui permet aux gens de fournir des services conviviaux. Il faut certaines connaissances spécialisées, je dois le mentionner, donc tout le monde n'est pas à même d'intégrer par EPP, par le registre. Parfois, il faut un petit peu travailler pour s'assurer qu'il y a des personnes qui comprennent bien les services web et les questions techniques de cette intégration. Mais ceci est très utile parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs techniques qui ont davantage de capacité avec ces interfaces. Donc voilà, de notre côté, c'est l'élément sur lequel nous nous sommes concentrés, donc la connectivité, l'interface, l'expérience de l'utilisateur, et je pense que nous allons continuer dans ce sens à faire évoluer ces propositions, ces offres de services, parce qu'il nous semble que c'est beaucoup plus efficace pour rejoindre les communautés sous-desservies en Afrique. Donc ça, c'est la première partie. Pour la deuxième partie, c'est l'analyse des données. Donc, fournir des solutions basées sur les données à nos clients dans le cadre de nos services techniques. Et donc, le principe sous-jacent de tout ça, c'est d'essayer de convaincre les revendeurs, les opérateurs de registre et les bureaux d'enregistrement à prendre des décisions basées sur des données fiables. Et donc, nous souhaitons nous assurer que les décisions soient vraiment basées sur les données, que les données sont dignes de confiance. La qualité et la gouvernance des données doivent être d'un niveau acceptable, à savoir que les gens qui ont accès aux données puissent y avoir accès et celles qui ne doivent pas y avoir accès n'y aient pas accès. Et puis aussi que les bonnes décisions pourront être prises grâce à cet accès. Il y a également la question du stockage, de l'accès et de la visualisation pour l'utilisateur final. Donc ça, c'est un petit peu notre approche de voir les données d'une nouvelle manière dans le monde des noms de domaine, surtout pour les opérateurs de registre, et donc de fournir autant de données que possible dans le cadre de la prise de décision pour permettre à nos clients, opérateurs de registre et bureaux d'enregistrement, de prendre les bonnes décisions et d'adapter leur stratégie à l'avenir. De notre point de vue, la solution, c'est la mise en place d'une nouvelle composante à notre solution technique qui s'appelle la Data Warehouse, l'entrepôt de données. Et donc, nous avons dû mettre en place pas mal de choses pour bien comprendre le processus, leur fonctionnement. Il a fallu conceptualiser, concevoir, pouvoir où établir les données, comment structurer, quels sont les avantages et les désavantages éventuels. Donc, Data Warehouse, c'est vraiment la solution ultime pour nous et c'est une solution technique supplémentaire
pour améliorer les prises de décision relatives aux données de nos clients. Alors, je ne sais pas si vous le savez, peut-être déjà, mais dans le monde des opérateurs de registre, les données dont on dispose ne sont pas forcément conviviales pour l'utilisateur. Très souvent, les données dont on a besoin pour prendre des décisions éclairées sont disséminées dans différents systèmes, systèmes de facturation, journaux, systèmes de registre, etc. Et donc, on est confronté à cet enjeu de trouver une solution pour nos clients. Donc, la question, c'était de voir comment transformer, comment stocker les données, les modeler de manière à ce que ce soit plus convivial pour que les gens puissent générer des rapports et prendre les bonnes décisions. Alors, de toute évidence, certains des outils qu'on souhaitait intégrer, le résultat de tout ceci, c'est qu'on souhaitait générer un système de rapport dans notre solution technique. Nous souhaitions avoir des rapports visuels faisant autorité. Nous souhaitions les voir mis à jour, être plus intuitifs, être plus accessibles. Et donc, nous avons bien pris ceci en compte lorsque nous avons conçu la solution. Mais nous souhaitions aller encore plus loin, pas simplement fournir des tableaux de bord prédéterminés ou pré-informés. Nous souhaitions que les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registre puissent faire leur propre analyse des données. Et pour ce faire, il fallait avoir les données d'opérateurs de registre transformées de manière détaillée, de manière à ce que vous puissiez utiliser vos propres outils de renseignement, de manière à rassembler les données et à générer des résultats utiles dans le cadre de la prise de décision. Donc, il y a deux composantes. Premièrement, le reporting, tous les rapports, donc interface utilisateur et tout ce qui est exposé aux bureaux d'enregistrement et aux opérateurs de registre pour prendre des décisions tactiques du point de vue commercial, et également la possibilité d'amener leurs propres outils de renseignement de manière à ce que les décisions soient encore mieux informées. Alors, en termes de modelage des données dans la Data Warehouse, il fallait que les choses soient faciles à comprendre et efficaces. Et donc, nous avons élaboré ceci avec l'aide de spécialistes des données de différentes universités et institutions de la région africaine. Et je pense que nous avons trouvé une solution qui fonctionne. Mais nous n'en sommes qu'à la phase pilote pour l'instant. Ceci étant, nous avons bon espoir pour la suite. Alors voilà certains des rapports du tableau de bord que nous avons actuellement pour des décisions tactiques. Alors là, vous avez l'âge, le taux de renouvellement, les transactions, tous ces aspects informent les décideurs dans le cadre de leur prise de décision. Pour ceux qui connaissent bien la technologie, nous avons utilisé Snowflake pour Data Warehouse, et Snowflake nous fournit beaucoup de mécanismes de reporting qui permettent de visualiser les données dans les registres. Donc, c'est un projet très intéressant pour nous qui est d'actualité parce que la science des données est un réel sujet dans le monde entier. Actuellement, nous pensons qu'il y a énormément d'informations utiles dans les registres qui doivent être mises en exergue et mises à jour. Et donc, notre idée, c'est d'avoir accès à des données efficaces qui sont prêtes à être interprétées. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bi au micro. Merci beaucoup. Alors, je crois que ce qui est important pour moi, c'est que la solution technique sur laquelle vous travaillez, en fait, correspond à la manière dont une entreprise doit fonctionner.
surtout par rapport à tout ce qui est analyse des données, qui est utile pour l'entreprise. Je vais maintenant demander à Joël de nous donner sa perspective du point de vue commercial. Quelles sont les grandes tendances que vous pouvez observer? Thank you, B. Joël au micro, merci Bi. Je ne suis pas un adepte des présentations, donc je vais parler directement pour être aussi honnête que possible. Alors, du point de vue des entreprises, la première question que je pose, non pas au modérateur, mais que je pose, combien d'opérateurs de registre en Afrique ont le courage d'engager une personne qui est un expert en technologie pour gérer leur entreprise? Donc ça, c'est la première question que je vous pose et j'espère avoir une réponse avant la fin du panel. Alors, pourquoi est-ce que je pose cette question? Eh bien, parce que je crois que de nos jours, nous travaillons en tant qu'opérateurs de registre pour nous assurer que l'infrastructure fonctionne du point de vue technique et qu'elle est stable et que ça va. Et ensuite, il y a l'aspect commercial. Et donc, c'est ça la question. Comment faire passer les choses dans notre entreprise où l'on considère les choses du point de vue de l'infrastructure à un point où on obtient davantage de domaines et où on garde ces domaines. Je sais que c'est un gros enjeu. Je le sais, quand je parle à mes amis dans les CCTLD, les taux de rétention sont très bas. Nous supprimons autant que nous enregistrons dans une même année. Donc, en tant que différents TLD, je pense qu'il faut réfléchir à cette question. Alors, du point de vue de Kenik, pour introduire le sujet, vous savez que nous avons 20 ans. Au cours des 20 ans passés, nous avons géré 100 000 domaines par rapport à 55 millions. C'est le nombre d'habitants du Kenya. Donc ça, c'est une question qu'on se pose au jour le jour. Est-ce qu'on ne devrait pas en faire plus? Hier, pour ceux d'entre vous qui ont écouté le panel, Barak a fait certains commentaires d'ordre général. S'il y a 55 millions de personnes qui ont un téléphone mobile, eh bien, on devrait avoir 55 millions de noms de domaine. Mais est-ce que c'est la réalité? Non, la réalité, c'est qu'un téléphone, c'est pour téléphoner, pour communiquer, et je n'ai pas nécessairement besoin d'aller sur l'Internet. Alors, comment faire évoluer la conversation? Et je crois que c'est là que les tendances de l'avenir se trouvent. Si j'ai un numéro de téléphone, un numéro de portable, eh bien, est-ce qu'il y a association à un domaine? Est-ce qu'il peut y avoir une association avec un domaine d'une manière ou d'une autre? C'est une opportunité à laquelle nous devons réfléchir par la suite. Deuxièmement, peut-être que les 55 millions paraissent beaucoup. Donc, j'essaierai de préciser un peu. Nous avons à peu près 3 millions de sociétés enregistrées au Kenya. Sur ces 3 millions d'enregistrements, il n'y a que 100 000 noms de domaine. Alors, où est le reste? Qu'est-ce qu'elles font? Comment communiquent-elles avec leurs clients? Hier matin, j'ai vu des commentaires sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, et c'est là que sont les affaires aujourd'hui. Les entreprises sont dessus. Alors, j'ai une autre question qui prête à controverse, c'est si l'espace des noms de domaine n'est plus d'actualité, s'il n'est plus pertinent, s'il y a d'autres manières de communiquer et que les noms de domaine ne vont plus être pertinents d'ici quelques années. Je ne le sais pas. J'espère qu'on pourra peut-être trouver une réponse à cette question au cours des 2 prochaines journées ensemble dans cette salle. C'est ça qui nous intéresse. Ces 3 millions d'entreprises, de sociétés de droit kenyanes, elles font de l'argent, elles communiquent. Mais pourquoi elles ne sont pas dans l'espace de nom de domaine? Pourquoi n'ont-elles pas de nom de domaine enregistré sur le Kenik? Ce n'est pas pour dire qu'elles ne sont pas sur le .com. Elles le sont peut-être. Mais nous nous apercevons que nous devons travailler ensemble. Il y en a qui choisissent des noms de domaine de premier niveau générique et d'autres qui choisissent des noms de domaine qui sont enregistrés sous les codes de pays. Mais ce qu'on se dit toujours, c'est qu'il faut être connecté d'abord. Alors, pour être en ligne, il faut être connecté. Qu'ils choisissent de venir sur la plateforme Kenik où elles seront bienvenues
ou dans la plateforme de .africa, c'est bien. On est content de voir la croissance de .africa, mais si ces sociétés choisissent de s'inscrire sous le .com, on va leur demander pourquoi ils nous prennent nos clients. Et c'est une toute autre discussion. Les réseaux sociaux deviennent de plus en plus grands, de plus en plus importants, et il y a des gens qui génèrent de l'argent à partir de leur téléphone. Ce matin même, on discutait des moyens de paiement. Les gens génèrent des revenus et n'ont pas besoin de ce qu'on essaye de leur proposer depuis cette salle. Donc, quelle est la différence? Que pouvons-nous faire différemment? Il faut tout d'abord leur garantir une présence en ligne pour leur aider à avancer. Alors, Café Kénique pour essayer de leur aider à aborder cela. Il y aura un autre panel cet après-midi qui nous permettra de nous pencher sur la question en davantage de détails. Mais nous avons d'une part une approche multipartite. En tant que clinique, nous nous rendons compte que nous ne pouvons plus travailler de la même manière. Il y a un monopole d'acteurs. Le registre.ke ne peut pas être géré par tous au Kenya. Donc, il y a une sorte de monopole. Est-ce qu'on peut dire aux intervenants, venez me voir puisque j'ai le monopole? Et ce n'est pas le cas, non. Il faut se pencher vers le marché, leur expliquer pourquoi il est important d'être connecté, d'être en ligne à travers les bonnes plateformes, les bonnes plateformes étant un identificateur unique, un nom de domaine. Alors, à Kenny, nous travaillons avec des partenaires parce que nous faisons confiance au modèle des 3 R qui nous permet de travailler avec nos bureaux d'enregistrement. Nous avons 200 bureaux d'enregistrement au Kenya. En tant que Kenny, nous nous assurons que ces 200 bureaux d'enregistrement soient en un contact aussi étroit que possible avec nous, ni de parler de la collecte de données. C'est comme ça que nous le faisons. Nous nous pencherons vers ces bureaux d'enregistrement pour qu'ils nous parlent de ce qui se passe sur le marché. C'est eux qui ont ces connaissances. À Kenik, on dessert une population de 50 millions de personnes. On ne peut pas communiquer avec toutes ces personnes. Alors, on communique avec ces intermédiaires, ces bureaux d'enregistrement. Et que faites-vous dans vos régions pour communiquer avec les bureaux d'enregistrement, pour qu'ils soient les intermédiaires entre vous et les titulaires de nom de domaine, pour rester en contact avec les titulaires? Pour nous, les titulaires de nom de domaine sont la moelle épinière. Ils sont notre point de contact. Sans eux, on ne serait pas là. Et donc, nous avons tout fait pour être sûr de former les bureaux d'enregistrement, de les sensibiliser à nos produits. Nous faisons des sondages et ce, pour essayer d'être sûr que nous pourrons créer ensemble ces opportunités. On parle de co-création des affaires, de collaboration. À Kenik, on ne peut pas tout faire de notre côté. On ne peut pas tout proposer. On ne peut que faire des suggestions parfois. Peut-être que c'est différent dans le cas d'autres opérateurs de registre, mais nous, notre mandat est d'avoir un système de nom de domaine qui soit sécurisé. Et c'est un mandat tout simple. Tout ce que vous avez à faire est de vous assurer que les systèmes et les services soient actifs. Mais c'est le mandat et c'est ce que nous devons faire. Et pour ce faire, il vous faut des partenaires parce qu'il vous faut des moyens pour atteindre les utilisateurs finaux. Et c'est ce que nous essayons de faire, nous, de notre côté. Nous leur disons, est-ce que vous avez une idée qui pourrait nous donner une plus grande échelle, qui nous permettrait de mieux travailler ensemble? Et oui, il faut co-créer pour y arriver et il faut offrir le financement. Donc, nous avons mis de l'argent de côté pour aider les bureaux d'enregistrement à développer leur société. La plupart des bureaux d'enregistrement sont tout petits, vous l'aurez deviné. Parfois, il y a 2, 3 personnes dans un bureau qui s'occupent d'une quinzaine de noms de domaine. Alors, comment aider ce bureau d'enregistrement à passer d'une quinzaine de domaines à une centaine? Alors, la question qu'on se pose est si le bureau d'enregistrement a un potentiel, si on a fait quelque chose pour les aider, est-ce qu'on peut les aider à passer à l'étape suivante, à faire un pas en avant, à continuer à grandir? C'est comme ça que nous avons aidé les entreprises à être où elles le sont aujourd'hui. Alors voilà ce que nous faisons de notre côté. Je ne sais pas quel est le cas des collègues du Nigeria. Puis nous aurons l'occasion de discuter également avec ZA, là qui préparez-vous, mais on ne pourra pas le faire sur nos bureaux d'enregistrement. Et il y a une question que nous posent toujours les bureaux d'enregistrement, à savoir, parce que
Ils ont souvent la sensation que il n'est pas facile de s'accréditer auprès de l'ICANN. Alors, ils essayent de trouver un moyen plus simple pour s'accréditer, pour pouvoir mieux s'intégrer au marché. Il y a une autre considération qui est clé pour les bureaux d'enregistrement, qui est la collaboration avec les autres acteurs. Pour nous, au Kenya, la réglementation est notre meilleur grand frère. Ils ont permis à l'environnement d'exploitation de Kenya de fonctionner dans le cadre de son mandat et en dehors. Si on leur dit, nous avons une idée, nous vous donnons le pouvoir pour la mettre en œuvre. Venez nous demander tout ce dont vous aurez besoin. Nous avons créé des comités sur le développement. On fait partie de comités pour le développement des affaires. Et le but est toujours de s'assurer que Kenik participe aux réunions auxquelles participera l'autorité. Si l'autorité développe quoi que ce soit, nous participerons en tant que partie prenante aux décisions d'élaboration. Et pour nous, c'était essentiel. Ça nous a aidé d'ailleurs avec une situation critique que nous avons eue cette année. Ouagazédé avait des informations critiques. Et qu'est-ce que cela veut dire au Kenya? Ça veut dire que vous êtes plus concentrés, plus ciblés, vos opérations le sont également, et le gouvernement s'intéresse plus à ce que vous faites. Et il s'intéresse également à savoir comment vous soutenir et soutenir votre croissance. Donc, du point de vue des tendances commerciales, on se pose d'autres questions et c'est ce dont parlaient d'autres collègues ici. Et c'est le fait de savoir si l'écosystème de cet agent de réglementation soutient votre croissance ou si, comme le disait quelqu'un d'autre, les autorités de réglementation sentent que cette affaire devrait leur appartenir, qu'on ne peut plus être autonome, mais qu'on devrait plutôt faire partie d'un département de l'autorité. Au Kenya, on n'y pense même pas. Ils sont contents d'avoir une organisation qui est stable, qui a son équipe, qui a des professionnels fiables, qui peuvent leur permettre de fonctionner. Donc, du point de vue commercial dans vos pays, est-ce que l'agent de réglementation s'applique positivement ou négativement? On commence à voir ressortir cette question de plus en plus et ça peut générer également des difficultés. Un autre commentaire, et il sera probablement le dernier avant de passer aux questions, porte sur la formation et la sensibilisation. Que faisons-nous là-dessus? Au Kenya, nous avons été très critiques pour nous assurer que les DNSSEC soient mis en œuvre. On n'a pas regardez la quantité de personnes qui commencent à utiliser les DNSSEC. Nous formons les bureaux d'enregistrement intéressés là-dessus. Voilà sur quoi nous nous penchons. Nous cherchons à trouver des moyens pour faire augmenter la quantité de personnes qui signent les DNSSEC. Nous trouvons des partenaires de partout dans le monde qui sont prêts à venir former les bureaux d'enregistrement à titre gratuit parce qu'ils veulent aider à faire en sorte que le système du DNS et du DNSSEC grandisse au Kenya. Et puis, du point de vue du marketing, on se demandait avec Barack, et c'est la question que je pose aux participants dans la salle, de lever la main s'ils sont des gestionnaires de CCTLD. Alors, gestionnaires de CCTLD, il y en a qui sont venus avec moi ce matin, donc je sais qu'ils sont là. Il y en a 5 ou 6. Alors, je vais vous poser une question, ne venez pas me répondre pendant la pause déjeuner, mais combien d'entre vous ont amené le matériel de marketing par rapport à leur CCTLD? Combien? Combien d'entre vous avaient un panneau, une carte? Grace? D'accord. Alors, comment croyez-vous qu'on pourra vous connaître? Alors, échanger de cartes de visite avant de partir, c'est une question mondiale. Ça nous montre clairement comment fonctionne l'Afrique. Je veux rencontrer des gens du Sénégal ou du Nigeria. Bien sûr, je vais avoir un nom de domaine sur le point .ke. Mais si je vais ailleurs, je veux rencontrer les agents locaux. Au moins, on sait que Lucky a toujours ses cartes de visite. On pourra enregistrer des noms de domaine sous le ZA. Mais en tout cas, je veux connaître les gestionnaires des autres pays. Alors,
toutes les réunions que vous avez sont l'occasion de rencontrer quelqu'un d'autre, de rencontrer des gens de partout dans le monde, de leur raconter qui vous êtes, ce que vous faites. Alors pour moi, c'est ça qui est clé et c'est ce que nous encourageons depuis Kenik. Comment l'avons-nous fait? Alors, d'une part, nous nous assurons de toujours participer aux réunions de l'ICANN, d'AFTLD. Nous sommes des membres d'AFTLD. Combien d'entre vous êtes des membres d'AFTLD? J'espère que vous le serez tous. Parce que c'est notre association. Et nous devons renforcer notre association. Cette association nous donne une voix. Au moment de participer aux réunions de l'ICANN, nous sommes là en tant que représentants de l'Afrique et nous venons parler des problèmes africains. Si vous n'êtes pas membre, je suis sûre que Barack a le formulaire pour rejoindre FTLD sur son ordinateur. Alors, adhérez à FTLD, communiquez avec nous et voilà tout ce que j'ai à dire. Merci. Millie Oladipo au micro. Merci beaucoup, Joël. Très enrichissant. Très bonne réflexion que vous aviez partagée. C'était comme si vous aviez lu mes notes parfois, parce que j'allais moi-même faire certaines des mêmes remarques. Si vous avez des questions et que vous êtes dans la salle, levez la main, s'il vous plaît. Si vous êtes en ligne, vous pouvez soit lever la main pour intervenir, soit envoyer vos questions par écrit à travers la fonction questions-réponses. Nous avons très peu de temps, mais nous allons voir si nous pouvons un peu discuter de ces questions. Alors, à travers les discussions et du point de vue commercial, ce qui a été soulevé par Joël était la question de la formation. Il y a quelques années, Kenik et NIRA ont signé un accord pour pouvoir collaborer à travers les frontières et faire en sorte que les différentes parties de l'Afrique fonctionnent ensemble, que l'on travaille ensemble, que l'on soit un titulaire du Kenya, du Nigeria ou d'ailleurs, mais ce n'est plus le cas. Ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Est-ce un problème technique? Est-ce un problème commercial? Ou est-ce une question de problème avec les devises? Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Alors, Neil, Joël, est-ce qu'on pourrait avoir une Afrique pleinement connectée en ce qui concerne l'industrie du TNS en Afrique? Allez-y, vous me direz. Barack au micro. Il y a une question de la salle, d'une personne présente en salle, Beskibouba. Il y a Yazid. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions? Billy au micro. Je vais garder ma propre question pour après et on pourra peut-être passer aux questions du public. Puisque vous êtes là, Barack, vous pouvez gérer ces questions. Allez-y. Intervenant suivant. Je travaille avec les bureaux d'enregistrement et nous sommes un bureau d'enregistrement accrédité par l'ICANN. Première question. Je voudrais savoir si vous ne voulez pas que les gens s'enregistrent sous .com ou d'autres GTLD. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de bureaux d'enregistrement accrédités en Afrique? Parce que les bureaux d'enregistrement accrédités, vous obtenez des nouveaux GTLD. Voilà ma première question. Deuxième question. Cette question est assez spécifique. À Kenik, vous avez parlé des infrastructures critiques. Et vous avez dit que vous avez 200 bureaux d'enregistrement. En tant qu'infrastructure critique, est-ce que vous testez votre propre infrastructure en cas d'incident ou pour prévenir des incidents? Est-ce que vous testez les bureaux d'enregistrement également, leur système? Parce que il peut y avoir des activités criminelles de leur côté, dans leur système.
Et finalement, dernière question, les CCTLD et les GTLD, il y a d'énormes différences quand on parle de efficacité, par exemple. Vous avez parlé des chiffres de Kenik et vous demandez donc de faire pousser le business et c'est tout à fait juste. Je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à ce que vous avez dit et en termes de perspective marketing. Mais pour ce qui est de l'efficacité des CCTLD, il n'y a pas que cet aspect-là. Il y a également d'autres aspects à considérer. Par exemple, ma question est la suivante. Combien de registres utilisent EPP? Combien d'entre eux sont automatisés, ont des systèmes automatisés? L'automatisation est l'une des composantes clés de l'efficacité des CCTLD. Et donc, quel est votre point de vue par rapport à cela? Billy au micro, merci beaucoup. Barak, il y a une autre question. Et ensuite, Yazid. Nouvel intervenant, merci Barak. Au Kenya, nous avons de la chance parce que nous avons un expert marketing en tant que PDG de Kenik. Puisque tous les noms de domaine sont nés égaux, quelqu'un l'a dit, je ne sais pas si c'est Bob ou Barak, alors la compétition pour les CCTLD, est-ce que cela est en lien avec les GTLD? Et pourquoi les gens se penchent pour les GTLD? C'est peut-être le prix? Les domaines locaux sont plus chers que les GTLD? Deuxième question. Les gens se tournent vers les GTLD parce qu'ils veulent avoir une présence générique et ils ne veulent pas se limiter à une présence, disons, au Kenya. Et ensuite, pour ce qui est du prix, Joël a dit que nous avons 3 millions de business au Kenya. De ces 3 millions d'entreprises, combien d'entre elles ont des noms de domaine? Et si elles ont des noms de domaine, combien d'entre eux sont des noms de domaine génériques? Donc, est-ce que nous avons ces données au Kenya? Ou même au niveau de l'Afrique, est-ce que nous avons ce type de données au niveau de l'Afrique? Combien de ces noms de domaine sont des noms de domaine génériques? En ce qui concerne les prix, on a parlé des bureaux d'enregistrement au Kenya. Un domaine coûte à peu près 10 $. Et nous avons 100 000 noms de domaine. Cela donne 1 million de dollars, par exemple. Alors, est-ce que nous voulons avoir des domaines à 10 $, 100 000 domaines, ou bien 5 $ et avoir davantage de noms de domaine? Parce que nous sommes en compétition avec les GTLD et cette compétition repose sur les prix. Peut-être qu'il faudrait tester, sortir un nom de domaine à 4 $ et voir ce qui se passe. Parce que vous aurez de bons résultats. Et vous aurez peut-être 1 million de dollars, peut-être 1 million de domaines. Peut-être qu'on pourrait tester ce type de choses. Barak au micro. Merci beaucoup, Yazid. Yazid, vous avez la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Yazid. Je travaille dans l'équipe technique de l'ECAN. Certaines de mes questions ont déjà été posées par les intervenants qui m'ont précédé, mais j'ai encore 2 questions pour Neil. Première question, comment vous collaborez avec d'autres registres dans le continent pour construire et pour renforcer les systèmes afin de comprendre le comportement du marché et ses tendances? Et la deuxième question, un peu plus technique,
Je suis intéressée par votre analyse, les outils d'analyse Snowflakes. Est-ce que c'est quelque chose qui est intégré par défaut dans Snowflake ou bien vous avez acheté des fonctionnalités supplémentaires? Merci. Dis au micro. Nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est dommage parce que c'est vraiment intéressant. Donc, essayons de répondre à ces questions le plus vite possible, car nous devons finir cette séance à 12h15. Donc, Joël, si vous voulez répondre aux questions qui vous ont été posées, vous avez la parole. Joël, vous allez en premier, dit Neil. Joël au micro. Oui, je pense que les questions qui m'ont été posées sont un peu plus controversées. Donc, on parlait de protocole d'accord avec Yannick. Ce protocole d'accord est en place, mais nous ne l'avons pas vraiment suivi au niveau de l'exécution. Et c'est quelque chose sur lequel nous devons nous pencher pour voir comment nous pouvons faire en sorte que les différents marchés puissent travailler ensemble. Nous savons qu'il y a des problèmes au niveau des paiements. Nous savons que c'est un problème pour le Kenya. Il faut voir comment pouvoir intégrer un système de paiement en ligne. C'est quelque chose que nous devons analyser. Comment nous pouvons nous assurer que les différents marchés puissent interagir entre eux. En ce qui concerne les bureaux d'enregistrement et les bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN, pour nous, au Kenya, les bureaux d'enregistrement ont un marché ouvert. Les bureaux d'enregistrement peuvent vendre .com ou .ke. Et pour eux, le fait de vouloir être accrédité par l'ICANN leur permet d'accéder à un marché plus vaste. Nous ne les limitons pas à ces bureaux d'enregistrement. Ils peuvent vendre tous les domaines qu'ils veulent vendre. Nous encourageons, bien sûr, nous les encourageons à vendre les domaines .ke, mais dans la mesure où ils sont accrédités par l'ICANN, ils voient qu'il y a un marché plus vaste auquel ils peuvent accéder. Et donc, il faut savoir que le Kenya est un marché ouvert pour les bureaux d'enregistrement. Lorsque l'on parle des infrastructures critiques, vous avez parlé des 200 bureaux d'enregistrement. Nous avons des contrats avec ces 200 bureaux d'enregistrement et dans les contrats, il y a des normes qui doivent respecter, dont l'automatisation. C'est obligatoire. Donc, quand on parle d'automatisation, nos bureaux d'enregistrement doivent suivre des règles très précises et donc nous devons nous assurer que quand ils travaillent avec nous, ils ont des systèmes automatisés. Nous allons également faire des tests de temps en temps auprès des bureaux d'enregistrement pour voir combien de temps ça les prend d'enregistrer un nom de domaine, par exemple. Ce sont donc des discussions que l'on a toujours avec les bureaux d'enregistrement. Ensuite, nous avons également le régulateur. Il faut donc que les bureaux d'enregistrement suivent les normes qui sont dictées par les activités de régulation. Donc, il y a une approche qui comporte deux volets, non? Clinique d'un côté et l'autorité de réglementation de l'autre côté. Ensuite, pour ce qui est des données, nous essayons de collecter des données et je vais être tout à fait honnête. Je suis venue voir les bureaux d'enregistrement avec des enquêtes pour savoir combien de noms de domaine vous avez enregistrés en .com. Et vous ne me donnez pas ces informations parce que vous savez que je vais venir avec mon fouet et je vais vous dire que vous ne me soutenez comme vous devriez le faire. Et donc, il faut savoir que sur ces 3 millions, en plus des 100 000 domaines, nous devons avoir plus de 500 000 personnes qui utilisent .com, etc. Et même plus. Et donc, je crois que par rapport à entre .ke et .com, je crois que nous sommes à moins de 30%. On en a besoin de plus? Oui, et c'est pour cela qu'on encourage cela. Donc, pour ce qui est des prix,
J'aimerais avoir ma calculette ici, mais ce million de dollars, ça a l'air sympa, mais ce n'est pas si sympa que ça. Et permettez-moi de vous dire pourquoi. Nous avons eu des conversations avec les bureaux d'enregistrement qui me disent qu'ils ont réduit le prix. Mais quand je vais voir mes titulaires de nom, ils disent qu'ils payent toujours le même montant. Pourquoi donc ce montant ne bénéficie pas les titulaires? Si vous vous souvenez bien, quand vous nous avez rejoints, vous aviez commencé à vendre les domaines à 10 dollars. Mais mes titulaires de nom continuent de payer 20 dollars. Donc, vous faites plus d'argent que moi. Je pense que les gens seront d'accord pour réduire le prix. Mais pour le moment, on a même mené des campagnes pour diminuer de moitié ce prix. Pour dire, faites payer 3 dollars, mais vous continuez à faire payer 15 dollars. Donc, il faut suivre le consommateur final parce que c'est lui qui doit avoir l'impact de tout cela. Et ensuite, pourquoi je devrais faire 1 million de dollars? Merci pour ce chiffre. Mais nous, dans cette salle, nous devons parler de cela. Le coût de l'Internet est très cher. Le coût de mener une entreprise, c'est cher. Si on peut collaborer en tant que pays africain pour négocier pour des centres de données, cela va réduire les coûts et cela pourrait donner aux entreprises la capacité de réduire à leur tour leurs coûts. Donc, c'est une conversation que nous devons avoir. Comment nous pouvons collaborer pour arriver à un prix meilleur? Ensuite, nous allons pouvoir transférer ce prix à nos bureaux d'enregistrement et finalement aux titulaires de nom. Oui, bien évidemment, ce coût des domaines, et je vais vous donner cette enquête pendant le repas du déjeuner, mais je pense que les noms de domaine sont les moins chers en Afrique. Il y a des domaines à 50 dollars. Mais on va avoir cette conversation pendant le déjeuner. Merci beaucoup. Lily au micro. Neil, si vous pouvez intervenir. Très bien, donc je vais être rapide. Une question par rapport à savoir pourquoi les administrateurs de CCTLD doivent promouvoir l'accréditation de l'ICANN. Ce n'est pas vraiment pour les raisons que vous avez mentionnées, mais un des avantages, c'est que lorsqu'on est accrédité en tant que bureau d'enregistrement à l'ICANN, cela veut dire que vous êtes plus mature du point de vue technique, que vous respectez les normes internationales et c'est très utile pour les opérateurs de registre d'avoir des partenariats avec des entreprises qui se limite aux normes internationales et aux politiques internationales. Ensuite, nous faisons des tests opérationnels sur tous les bureaux d'enregistrement qui s'inscrivent sur notre système. Nous en avons 680 pour le ZA qui sont intégrés par EPP et il y a un environnement de test automatique lors du processus d'intégration qui teste pour voir s'ils peuvent s'intégrer. Nous avons également une infrastructure de test et d'évaluation opérationnelle. Par rapport à pourquoi est-ce que les gens choisissent des GTLD plutôt que des CCTLD, eh bien, il y a d'autres réponses qui ont déjà été données, mais je crois que tout domaine CCTLD ou GTLD doivent ajouter une valeur pour la personne, pour le titulaire et pour la communauté. Certains préfèrent un CCTLD géographique parce que cela dit quelque chose par rapport à leur entreprise, par rapport au lieu où ils se trouvent, par rapport aux produits et aux services qui sont donc pertinents par rapport à ce marché. Mais d'autres préfèrent un GTLD parce qu'ils veulent être associés par exemple au point bike, point moto, etc., par rapport à une communauté différente. Donc, par rapport à un produit. Donc, c'est évidemment l'impact du prix et l'impact de la marque. Les CCTLD dans notre environnement
ne fonctionne pas bien en termes d'enregistrement pour le point .com, mais nous essayons d'élargir, par exemple, le point Africa pour que ce soit une alternative viable. Si la personne ne veut pas tout simplement un nom CCTLD, mais qu'elle veut un nom africain plus générique, à ce moment-là, on leur propose des noms génériques africains. Et par rapport à la dernière question, nous essayons de collaborer avec les opérateurs de registre de toute l'Afrique, mais de toute évidence, il y a des problèmes de collaboration. Ce que nous avons fait pour formuler notre propre stratégie sur l'innovation et le développement, c'est d'essayer de voir l'environnement en Afrique du Sud. Il y a l'économie formelle, l'économie informelle, et nous croyons que ce qui est vrai en termes de démarche des échanges informels est également vrai dans le reste de l'Afrique. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est que nous croyons que le fondement pour entrer en lien avec certaines communautés, pour les rapprocher du système de nom de domaine et des services, c'est les points communs. L'Afrique du Sud et les différents pays d'Afrique, ce qu'ils partagent en commun. Et dernière question par rapport à Snowflake. Snowflake, c'était en fait une plateforme supplémentaire que nous avons ajoutée et qui correspond à l'entreposage de données. En fin de compte, nous aurons notre propre système qui sera entretenu à l'interne, mais je dois dire que Snowflake présente beaucoup d'avantages en termes de fonctionnalités qui rendent l'analyse des données et l'entreposage des données très attrayants. Donc, pour l'instant, nous conservons cette plateforme, mais nous laissons la possibilité de créer notre propre environnement. Donc voilà, j'espère que cela répond à votre question. Nouvel intervenant, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont répondu aux questions. Toutes nos excuses, l'intervenant est inaudible. Nous allons maintenant aller déjeuner. Alors, ce que je nous conseille, c'est de réfléchir à tout ceci pendant le déjeuner. Il y a quand même quelque chose de critique. Le fait que nous ne collaborons pas suffisamment en Afrique. Nous devons prendre le temps de discuter, de nous dire la vérité. L'industrie du DNS, c'est une industrie et donc il faut vraiment y réfléchir. Il y a des gouvernements qui entreprennent les registres CCTLD, mais il faut réfléchir à la voie de l'avenir ensemble. Merci beaucoup à tous, le public, Neil, Joël, pour vos perspectives. Et j'aurais voulu vous donner la parole de nouveau pour des remarques de conclusion, mais nous n'avons plus de temps. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité de modérer la séance et d'orienter la discussion. Barak au micro. Merci beaucoup, Bi. Et nous applaudissons Bi. C'est vraiment une réunion hybride. Il a pu modérer de manière tout à fait adéquate de là où il se trouve. Alors, il y a beaucoup de pression pour qu'on interrompe la session, même s'il y a toute une série de questions qui arrivent de plus en plus intéressantes. Donc, poursuivons la discussion pendant la pause déjeuner et après. Et nous applaudissons également Neil et Joël, pardon. Je crois qu'ils ont vraiment bien apporté beaucoup de choses très positives. Je crois qu'on leur a demandé leur présentation. Alors, Bob a une annonce rapide avec des détails administratifs et ensuite on vous donnera des instructions sur la prochaine étape qui est en fait le déjeuner. Alors, je vais vous demander, étant donné
que les discussions sont très intéressantes. On pourrait peut-être manger très rapidement et ensuite revenir. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de mains qui ont été levées et on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Nous allons essayer d'y répondre cet après-midi. Nous souhaitons vraiment répondre à vos préoccupations. Nous ne souhaitons pas que vous repartiez avec vos idées qui pourraient apporter quelque chose. Donc, si vous n'avez pas pu poser votre réponse, eh bien, notez-la et vous aurez une opportunité cet après-midi. Mais je dois vous le dire, nous avons aussi d'autres séances très intéressantes cet après-midi. Bob? Bob au micro. Barack, je ne vais pas trop m'étendre. Posez vos questions également en ligne. Cela nous permet de les enregistrer et de ne rien rater. Alors, le déjeuner sera au 3e étage, comme hier, mais avant, il y a une demande de prendre une photo de groupe pour tout le monde. Donc, en bas, donc peut-être que mon collègue qui est au fond de la salle pourrait se signaler. Donc, suivez-le, prenez les escaliers, on va descendre en bas et on